Partir, partir, aller n'importe où, vers le ciel ou vers la mer, vers la montagne ou vers la plaine, partir, aller n'importe où, vers le travail, vers la beauté ou vers l'amour, mais que ce soit avec une âme pleine de rêves et de lumière, avec une âme pleine de bonté, de force et de pardon. S'habiller de courage et d'espoir et partir, malgré les matins glacés, les midis de feu, les soirs sans étoiles, raccommoder s'il le faut nos cœurs, comme les voiles trouées arrachées aux mâts des bateaux. Mais partir, aller n'importe où et malgré tout. Mais accomplir une œuvre et que l'œuvre choisie soit belle et qu'on y mette tout son cœur et qu'on lui donne toute sa vie. Cécile Chabot. Merci à Martin pour cette introduction très émouvante à notre débat. Je suis François Langlais, merci, directeur de la rédaction d'Enjeux les Échos, et j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir et avec ces hommes d'exception. Si l'aventure fait rêver... Pardon ? Ça va aller mieux, je vais faire un effort. Si l'aventure fait rêver, si l'aventure nous fait rêver, peut-être on peut faire quelque chose ? Si l'aventure fait rêver, si l'aventure nous fait rêver, c'est parce qu'il y a en chacun d'entre nous l'intuition d'un autre soi-même. Cet autre soi possible, il est de notre responsabilité de le faire vivre et de l'éprouver dans une aventure, qu'elle soit intérieure ou lointaine, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Nos invités de ce soir ont été jusqu'au bout d'eux-mêmes, parfois dans des difficultés et des souffrances extrêmes, souvent seuls. Nous allons, en les écoutant, essayer de comprendre leurs tourments et leur bonheur et comprendre aussi leurs responsabilités. Vous savez que c'est le thème de notre débat de ce soir. Engagement vis-à-vis d'eux-mêmes, d'abord, dans la détermination qu'ils doivent montrer pour réussir. Responsabilité devant ceux qu'ils laissent lorsqu'ils partent, leurs proches. Et responsabilité à l'égard de la société qui attend d'eux des récits, des émotions et des enseignements. Je vous les présente tout de suite. J'appelle tout d'abord Bertrand Piccard, l'homme qui voit le monde de haut. Bertrand, tu es là. Bertrand Piccard, c'est un lointain héritier de Jules Verne. Vous le savez, c'est un aéronaute puisqu'il a fait le tour du monde en ballon. C'est l'un de ses exploits, mais ça n'est pas le seul. À l'origine, c'est un médecin psychiatre qui s'intéressait au comportement en situation extrême. Il travaille aujourd'hui au projet Solar Impulse, qui est un avion qui fonctionne sans carburant et qui va permettre de faire le tour du monde. Je vais appeler maintenant un navigateur de renom, c'est bien sûr Loïc Perron. Loïc, on ne vous présente pas plus que Bertrand, vous avez connu de nombreux succès. Juste un chiffre, 38 traversées de l'Atlantique, 2 tours du monde, dont un en solitaire, et vous êtes aujourd'hui le team manager de l'équipe Gitana. J'appelle ensuite l'homme des glaces, c'est bien sûr Jean-Louis Etienne. Tout au bout. Jean-Louis Etienne était lui aussi médecin, il a été également navigateur et puis surtout explorateur dans les régions froides, le Groenland, l'Himalaya, l'Antarctique, la Patagonie. En 86, il nous racontera ça tout à l'heure, il passe ainsi 63 jours au pôle Nord, seul à ski. Et j'appelle enfin Larry Young, l'homme qui connaît Mars, qui regarde Mars. Larry est un scientifique, il dirige le programme Apollo du MIT à Boston, aux États-Unis. Depuis plusieurs dizaines d'années, c'est l'un des experts américains du voyage spatial. C'est une spécialité qui est évidemment à la croisée de l'aventure et de la technologie la plus sophistiquée dans bien des domaines. Il nous racontera cela
tout de suite. Juste quelques mots sur l'organisation du débat, ceux qui... Pardon? C'est la sono qui est très mauvaise? C'est trop bruyant, me dit-on. Est-ce qu'on peut essayer de corriger cela? Je fais de mon mieux et en principe, on baisse un petit peu. Je pense que ça va aller mieux. N'hésitez pas à dire si c'est encore difficile à comprendre. On va organiser ce débat en 3 temps. Premier temps, je vais poser une question à chacun de nos intervenants, à laquelle ils vont répondre en 3 à 4 minutes. Le deuxième temps sera consacré aux questions préparées par des étudiants, les étudiants qui sont là au premier rang, donc qui vont s'adresser directement à nos intervenants. Et puis, le troisième, ça sera les questions de la salle. Des micros circuleront dans les rangs de façon à ce que vous puissiez les poser. Jean-Louis Etienne, je me tourne vers vous tout d'abord. Vous êtes explorateur, je le disais. La première des responsabilités, est-ce que ça n'est pas vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire d'achever ce qu'on a entrepris? Je le disais tout à l'heure, vous avez en 86 passé plus de 60 jours au pôle Nord, seul, dans des conditions extrêmement difficiles. L'année d'avant, vous aviez fait la même tentative et vous avez dû arrêter au bout de 15 jours parce que vous avez été victime de difficultés. Est-ce qu'il n'y a pas, quand on est dans les situations que vous avez connues, une petite voix qui vous dit « mais après tout, tu peux abandonner ». Comment est-ce qu'on arrive à dépasser cela et à finir, à achever le projet qu'on a initié? Alors, vous l'avez mentionné, je suis médecin et j'ai fait beaucoup d'expéditions en tant que médecin. Et à 40 ans, j'allais clôturer mon activité d'aventurier, on va dire. Je me suis inventé mon expédition, c'était d'aller au pôle Nord et seul. J'avais été toujours en équipage. En 1986, j'ai essayé d'y aller et je me suis rendu compte de l'ambition que j'avais eue de tenter une chose pareille et j'ai abandonné au bout de 15 jours. Mais j'avais appris comment il fallait faire parce que la banquise, c'est quelque chose qui est très abîmé, très chaotique. Pour aller au pôle Nord, on marche sur la mer gelée bien sûr. La banquise fait entre 2 et 3 mètres d'épaisseur et c'est un chaos de glace. Donc on ne voit jamais l'horizon, c'est un parcours très chaotique, très accidenté. Je tirais mon traîneau. Au début, je faisais 8 km par jour, c'est-à-dire 1 km à l'heure d'une marche incessante. Et j'ai failli abandonner au début, je dirais toutes les heures. Quand le petit avion Twin Otter m'a déposé au nord du Canada, c'était sur la plage complètement gelée, je suis descendu, le Twin Otter gardait ses moteurs en route parce il faisait moins 48. Je me suis retrouvé tout seul, là, j'ai regardé le pilote, j'ai dit où est le nord? Il m'a dit là, merci, et il est parti. Et j'avais en mémoire, c'est le seul bruit qui me restait en mémoire, cet avion qui s'éloignait, qui donnait l'isolement dans lequel je me trouvais. Et je me suis dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est y aller. Donc, et je suis parti. Je voyais que je n'avançais pas. J'avais envie d'abandonner tout le temps. Mais je continuais, et je commençais à passer des seuils, c'est-à-dire que je commençais à apprendre à savoir comment il fallait faire. Et chaque fois, je me heurtais à quelque chose qui me disait, tu as trop d'ambition, tu n'y arriveras pas. Et vous savez, c'est un parcours très orgueilleux d'aller seul au pôle Nord. C'est d'une ambition colossale, quoi. Parce que on ne va pas au pôle Nord seul pour être seul. On va au pôle Nord seul pour être le seul. Donc, il y a un moteur d'une ambition colossale. Et cette envie d'abandonner était terrible, elle me tiraillait et je me disais comment abandonner avec les honneurs. Je me disais si tu pouvais te casser une jambe. Un truc dramatique où je reviens, vous savez, une tronche du mec qui est vraiment blessé à mort, mais qui aurait pu le faire s'il avait pu continuer, quoi. Et en fait, voilà, toutes ces choses qui me traversaient, c'est-à-dire que, en fait, j'étais parti avec ces béquilles qu'on a tous pour exister par rapport aux autres. Il a fallu que je m'en défasse pour exister par rapport à moi-même et me trouver dans ce bonhomme-là qui voulait un jour aller au pôle Nord. Et donc, il m'a fallu du temps pour me déshabituer des faux mobiles, pour retrouver mon vrai mobile intérieur, celui du mec qui voulait aller au pôle Nord tout seul. Et ça m'a pris à peu près 15 jours, 3 semaines, et pour devenir polaire. Et la leçon que j'en ai tirée, j'ai eu un tel bonheur, un tel soulagement, une telle construction de moi-même en arrivant au pôle, que la seule leçon que j'en ai tirée, qui est universelle, est celle que quand on me demande « vous avez un message ?» J'ai dit « le message que j'ai, c'est quand on entreprend quelque chose, il faut le terminer.
Les choses que j'avais commencé auparavant, je ne les avais pas terminées. Celle-là, je l'ai terminée. Et de terminer quelque chose qu'on a entrepris et quelque chose dont on a rêvé, c'est une façon de se construire. Et ce départ a été pour moi le révélateur. Je suis revenu de ce pôle Nord avec deux outils qui m'ont permis de continuer à construire ma vie comme je le souhaitais. D'une part, une notoriété, un fonds de notoriété. Vous savez, la notoriété, c'est plus de lignes directes sur son agenda, c'est des clés à son porte-clés. Vous pouvez appeler davantage des niveaux de décision. Ça, c'est un outil intéressant. Mais surtout, le plus fort, c'est une confiance en moi. Je l'évoquais tout à l'heure, j'étais parti comme équipier, comme médecin dans d'autres projets. Et pour la première fois, je réalisais mon propre projet et j'acquis une confiance qui m'a permis de continuer. Donc ce départ a été extrêmement salutaire et constructif. C'était mon grand départ dans la vie, quoi. Merci Jean-Louis Etienne, on reviendra bien sûr là-dessus. Bertrand Piccard, je le disais, vous êtes aéronaute, donc vous avez fait le tour du monde en ballon. Cette envie de partir, cet aiguillon qui vous pousse sans cesse justement à investir de nouvelles aventures, d'où vient-il? Comment s'explique-t-il? Je crois que cet aiguillon s'explique par l'observation de notre mode de fonctionnement dans notre société, dans notre monde en général. À l'origine, je suis médecin, je suis psychiatre. J'ai toujours été passionné par l'étude du comportement humain. Et si on regarde vraiment comment fonctionne l'être humain dans notre société, ce n'est pas très flatteur. Qu'est-ce qu'il recherche notre être humain classique? Il recherche à contrôler, il recherche à avoir le pouvoir, il recherche à organiser, c'est-à-dire à lutter contre le changement et contre l'inconnu. Et il y a une inertie énorme dans le fonctionnement humain pour rester comme il est et surtout ne pas se retrouver dans des situations où il va être déséquilibré. On a peur des crises, on a peur de tout ce qu'on ne peut pas maîtriser. Et je crois que le phénomène d'aventure, c'est justement l'inverse de ça. Le phénomène d'aventure, c'est quand tout à coup, on vit comme un moment de rupture où on réalise que si on veut survivre ou si on veut réussir ce qu'on fait, on est obligé de produire des comportements qu'on n'a jamais appris. On est obligé de se remettre profondément en question dans sa peur du changement, dans sa peur de l'inconnu. Et on doit aller chercher en soi des potentiels, des valeurs, des sources d'inspiration ou de courage qu'on ne soupçonnait même pas. Et puis tout à coup, on voit qu'elles sont là. On voit qu'on a un potentiel incroyable qu'on peut utiliser et qu'on n'a finalement jamais appris à utiliser. Et je pense que l'aventure, c'est le prolongement de ce qu'on apprend dans des lieux aussi fameux et célèbres que la Sorbonne. À la Sorbonne, on apprend un certain nombre de choses et puis ensuite, il faut apprendre à aller plus loin, c'est-à-dire à utiliser ce potentiel intérieur que l'être humain possède en lui. Et pour ça, on réalise que les seuls vrais enseignements à retenir de la vie, c'est les moments où on est en situation de déséquilibre, en situation de rupture, en situation de perte de contrôle, c'est-à-dire chaque fois qu'on est dans un moment où on est confronté à l'inconnu. Et je crois que vraiment, moi, ce qui m'a toujours motivé pour partir, ce qui m'a toujours intéressé dans l'aventure, c'est ces moments où tout à coup, notre avenir n'est plus complètement tracé par tout ce qu'on a déjà appris, mais notre avenir est une page blanche. Et comme pour un artiste, il faut apprendre à la remplir avec quelque chose de nouveau, inventer. Alors ça, c'est un terme que je reprends un peu à Jean-Louis, c'est inventer son avenir, hein, inventer sa vie. C'est quelque chose qui est très fort et on peut le faire à partir du moment où on perd ce qu'on a quitté en partant pour pouvoir gagner ce qu'on trouve en avançant. Et puis je dirais qu'à ce moment-là, la responsabilité, elle n'est pas seulement de partir, je crois que c'est un peu le titre du débat. La responsabilité, elle est de parler de ce qu'on vit quand on revient. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup d'aventures qui se font pour quitter la vie de tous les jours parce qu'on la trouve monotone. Et puis chaque fois, on essaye de partir plus loin. Chaque fois, on essaye de vivre des choses plus dangereuses, qui donnent plus d'émotions ou plus d'adrénaline. Et puis ça devient une drogue. Et quand ça devient une drogue, à ce moment-là, on va trop loin et on risque l'accident. Par conséquent, le message n'est pas très constructif. Mais par contre, quand on peut revenir en disant que l'inconnu est un stimulus pour notre créativité, que l'inconnu est une manière d'aller plus loin et d'utiliser son potentiel intérieur, à ce moment-là, on réalise que l'aventure, elle est dans la vie. Et qu'à chaque moment de crise dans notre vie, à chaque moment où on perd le contrôle, on peut devenir l'aventurier de sa propre vie. Et à ce moment-là, c'est à chacun de partir de ses certitudes et d'avoir la responsabilité pour sa propre vie, pour sa famille, pour son entourage, d'aller découvrir ce qu'il peut
trouver en lui qui peut le faire avancer encore plus loin. C'est vraiment un processus, l'aventure ou l'exploration ou le départ, mais que chacun peut commencer à chaque instant où il le décide. Je crois que c'est ça qui est vraiment important. Merci Bertrand. Je voudrais juste vous demander quelque chose avant de solliciter Loïc. Ce potentiel dont vous parliez à l'instant, qui se révèle dans des situations difficiles, qu'est-ce qu'on en fait dans les situations normales? Est-ce qu'il est toujours là une fois que vous l'avez trouvé? Est-ce que ça reste un moteur pour l'existence ou pas? Ou vous ne le redécouvrez que lorsque vous êtes à nouveau confronté à des situations extrêmes? Je pense que dans chaque situation extrême, on redécouvre quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Mais le but, c'est que quand on revient de son aventure et qu'on se retrouve dans la vie de tous les jours, qu'on sache qu'on a plus d'outils, plus de potentiel et que ça, on puisse l'utiliser. Et paradoxalement, plus je pars dans des aventures, plus je suis heureux dans ma vie de tous les jours, parce que j'ai davantage d'outils à utiliser et je peux faire davantage de choses de ma vie. Merci. Loïc Perron, bien sûr, navigateur. Quelle est la durée la plus longue que vous ayez passée seul sur un bateau, tout d'abord? Très exactement, 111 jours. C'était lors du premier Vendée Globe, le tour du monde en solitaire sans escale. Alors quand on part... Mais c'est pas, on n'est pas assez seul d'ailleurs pour le coup, c'est pas tout à fait la même... Comment est-ce qu'on se sent le jour du départ, quand on va partir pour une expédition comme celle-là, dont on peut penser qu'elle va dépasser 100 jours? Alors, il y a une petite différence entre nos aventures respectives. En tout cas, il y a un domaine sportif, il y a un domaine de compétition qui fait que la motivation est un peu différente. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Je n'ai pas encore largué les amarres un jour pour ce qu'ont fait nos prédécesseurs, les moitessiers et les gens qui fuyaient quelque chose, ce qu'on évite de faire aujourd'hui, ont servi de modèle à un moment ou à un autre. Ils avaient mis 300 jours à faire un tour du monde tout seul, et Moitessier lui-même, il y a 30 ans, a même décidé de ne pas revenir. Donc lui, c'était même pas un départ, il ne voulait pas de retour du tout. Alors que dans notre domaine, plus le retour est rapide, mieux on se porte. C'est le but du jeu, de la compétition quand même. Moi, je ne rêve que d'une chose, le jour où je largue les amarres, c'est de vite faire revenir, ou au même endroit, ce qui est idiot, donc il y a un tour du monde, c'est qu'on revient au même endroit, sans voir vraiment beaucoup de choses. Mais c'est ça le truc. Passer beaucoup de temps en mer, en croisière, j'adorerais, mais comme j'en fais malheureusement trop rarement, j'aimerais bien raccourcir. Donc en gros, oui, c'est quoi quand on largue les amarres? Il y a bien sûr l'aspect physique de l'amarre larguée, vraiment celle que l'on voit, mais on s'y est tellement préparé à l'avance. C'est ça ce qui est fabuleux. C'est la page blanche. C'est ça le début de l'aventure ou peu importe. Le côté passionnant de l'histoire, c'est ça. C'est pas seulement un bateau, on met un marin dessus et puis il fait ce que tu veux. C'est justement toute la gestation, toute la création, toute cette difficulté énorme à terre pour assouvir nos envies et nos envies d'inconnu sur l'eau ou en air ou ailleurs. Et ça, c'est très complexe. Ce qui fait que quand on largue l'amarre, quand on y allait, et qu'on voit vraiment le mouvement du petit Zodiac qui pousse ce bateau et qu'on sait que 110 ou un peu moins maintenant, parce que ça a un peu évolué, et qu'on ne sait même pas d'ailleurs, parce qu'on ne sait même pas, un, si on va revenir, deux, combien de temps ça va nous prendre, et puis il y a eu tellement d'histoires fascinantes, on va passer le Cap Horn, enfin, il y avait plein de symboles pour moi qui étaient assez fascinants le jour du départ. Ce qui fait qu'on a une petite arme à l'œil, tout simplement. Après, on n'a pas un pilote de Twin Otter comme Jean-Louis qui nous regarde, mais beaucoup de monde, parce que c'est vrai qu'un départ de Vendée Globe, c'est pas anodin, il y a pas mal de spectateurs, et on n'est pas vraiment des gens du spectacle, globalement. C'est pas comme dans un stade de foot où, quoi qu'il se passe, il y a toujours des témoins. Théoriquement, sur l'eau, il n'y en a pas. C'est moi qui parle mal, alors pardon. Vous voulez que je parle plus fort comme ça? J'articule pas assez, peut-être. Ben, en fait, il doit y avoir un problème de sono, excusez-nous, parce que peut-être à la régie, on peut essayer de corriger ça en partie. Je vais articuler. Si j'articule, ça va mieux? Ah, d'accord, je sais que j'ai des problèmes de diction, je suis désolé. On continue comme ça en essayant de faire un effort. Merci, non, mais c'est bon. Et on disait quoi, donc? Que le silence en mer, c'est agréable, justement. Et paradoxalement, on est de moins en moins seul pour répondre à cette question-là. Si l'un des attraits, ce n'est plus le cas vraiment, l'un des attraits des marins à vouloir quitter femmes et enfants et rivages pour s'aventurer un peu au large était de fuir quelque chose, c'est plus du tout ça.
Mais il est vrai que c'est tellement plus du tout ça que ça en devient un peu lourd à supporter et que les contraintes médias, les contraintes indispensables, parce qu'on fabrique nos aventures avec des moyens on les a grâce à des partenaires, il faut bien en parler. Et c'est tout un cycle qui force le solitaire, aussi bien sur la glace que n'importe où, à raconter malgré tout ce qui se passe. Ce qui est agréable de partager ce que l'on fait, mais il y a des moments où on aimerait bien être tranquille. Merci Loïc. Désolé. Lorenz Jung, vous êtes scientifique, vous êtes spécialiste du spatial. La responsabilité de celui qui part n'est-elle pas d'abord de partir pour apprendre quelque chose? Et vous, qui justement projetez des expéditions lointaines sur Mars, vous travaillez sur la possibilité d'envoyer des robots là-bas. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on peut apprendre le même type de choses quand on envoie des machines que quand on envoie des hommes? Alors, d'abord, si vous avez eu des problèmes avec la prononciation de Louis, courage, mes amis, courage. Alors, je vous rappelle les mots fameux de Winston Churchill qui est venu à Paris après la guerre. Il a dit « Attention, je vais parler français ». Bon, mais à essayer de répondre à la question, vous savez tous que le prochain grand voyage spatial, les voyages d'exploration, va être le retour à la Lune. Il y a un programme américain et aussi un programme chinois. Mais après le retour à la Lune, que je trouve un peu ennuyeux, va être l'exploration humaine de la planète Mars. Et ça va être quelque chose vraiment intéressant et difficile. Et donc, puisque c'est un projet, une trajectoire avec beaucoup de risques pour les vols habités et qui va coûter beaucoup d'argent, on doit évidemment poser la question, pourquoi aller avec les vols humains? Pourquoi pas n'envoyer simplement les robots? Hein? Certainement, beaucoup de choses importantes et intéressantes peuvent être faites par des robots. Certainement, probablement mieux, plus vite et d'une façon plus précise que par un être humain. Mais il manque au robot la perspicacité, la réflexion, la spontanéité, l'initiative d'un humain, de l'adaptabilité que vous avez tous déjà discuté. Aucune caméra peut remplacer le regard d'un géologue qui peut trouver un tel roche et dire, alors, ça c'est une roche qui est intéressante, ça c'est une roche qui a peut-être une importance du point de vue de géologie d'une planète. Et en outre, du fait de délai de transmission entre la Terre et Mars, qui peut aller jusqu'à 20 minutes, l'interaction entre l'humain et un robot en temps réel est très difficile. Bon, enfin, les hommes ont toujours été fascinés par l'exploration en tous les domaines. Voyons une frontière. Lorsqu'on voit une frontière, l'être humain ne cesse de dire qu'aller. Alors, quand un être humain voit quelque chose, un obstacle, il veut toujours aller au-delà. Il veut mettre le pied là-bas soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai sur la Lune, au Mars, au pôle du Nord, n'importe où. Enfin, c'est apprendre quelque chose dans un moyen qui est à cette heure-ci uniquement humain, qu'on ne peut pas encore faire avec des machines. Merci, Lorenz. Jean-Louis Etienne, juste une question avant qu'on ne passe la parole à nos étudiants. Quand on rentre du pôle Nord, comme vous l'avez fait, donc après 60 jours de traversée, avec quoi rentre-t-on? Qu'est-ce qu'on sait de plus? J'ai manqué de vert, la couleur verte. J'ai ce souvenir d'être arrivé à Resolute Bay, c'est au nord du Canada, puis un avion m'a amené à Montréal, c'était la nuit, on m'a conduit à l'hôtel,
Et le matin, j'ai ouvert les fenêtres et j'ai vu des arbres. Et ça a été un moment important. Des arbres. Et l'autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est donc je suis revenu dans le Tarn chez moi, et donc c'est pas une forêt tropicale ni une grande forêt très habitée, mais tout d'un coup toutes ces espèces, je me suis rendu compte que la jungle, elle était pas loin. La jungle, elle était là chez moi, dans la campagne du Tarn, quoi. Vous soulevez une feuille morte, il y a des fourmis, des scarabées, des scolopendres, tout ça, il y a des arbres. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a d'ailleurs qui m'a fait renouer avec ma région, parce qu'on se casse quand on est jeune, il y a une force, quoi, on a envie de voir, de découvrir, de se bâtir, de construire. On part d'abord en stop, puis après on se fait... Et donc on cherche toujours loin, 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 et il faut explorer loin. Mais tout d'un coup, c'est ce retour qui m'a vraiment marqué. Et finalement, cette alternance entre cette région du Tarn et puis le reste des voyages, je m'y suis familiarisé, quoi. Merci à vous. On écoute nos étudiants, donc c'est des étudiants de l'ENST, l'ESTP, Sciences Po et de l'ISEG. Vous devez avoir un micro. Merci de vous lever, de vous présenter et puis de nous lire la première question. Ça va fonctionner. Enfin, on voit. Bonsoir. Stéphane de Châtillon de Télécom Paris. Alors, ne partons pas à l'aventure pour s'extraire des réalités quotidiennes trop ternes et s'élever au plan psychologique, philosophique ou spirituel. N'y a-t-il pas d'autres moyens d'y parvenir ? Question qui n'est pas adressée. Bertrand, je vous vois prendre le micro. Il y a énormément d'autres moyens pour y parvenir, mais je crois que le seul moyen que nous avons trouvé ici, c'est celui de l'aventure. Mais c'est sûr qu'il y a les moyens de l'art, il y a les moyens de la science, il y a la musique, il y a la danse. Et puisque vous parlez de niveau spirituel, je vais vous répondre avec cette phrase de Mevlana, qui est un fondateur du mouvement soufiste, qui disait « Il y a beaucoup de chemins qui mènent à Dieu, j'ai choisi celui de la danse et de la musique. » Et je crois que chacun choisit le chemin qui va le porter le plus loin. Mais ça ne doit jamais être, et ça je l'ai dit tout à l'heure, jamais être un chemin qu'on emprunte parce qu'il nous fait quitter quelque chose de monotone, parce que sinon ça devient une drogue, c'est la définition de la drogue. Je crois que ce qui est intéressant dans la recherche, c'est d'aller chercher à l'extérieur ou à l'intérieur de soi, ça dépend des cas, ce qui nous manque pour pouvoir ensuite l'utiliser quand on revient dans sa vie de tous les jours. Et sa vie de tous les jours, à ce moment-là, doit être beaucoup plus riche et prendre beaucoup plus de valeur. Donc le départ n'a de sens que si l'on revient. Loïc, qui opine. J'opine du chef, évidemment. Le départ n'a de sens que s'il y a un retour. Et c'est tout le problème, justement, quand on perd des amis qui sont partis en même temps que nous sur d'autres bateaux, dans mon cas, et qui n'arrivent pas. C'est toute la difficulté et une partie de la responsabilité du départ est de partir soi-même. Ça peut être dangereux. Maintenant, il y a d'autres modes d'expression, évidemment, je suis parfaitement... Et heureusement qu'il n'y a pas comme moyen unique de réfléchir sur son propre sort ou d'atteindre un certain niveau de spiritualité que de traverser le pôle Nord à pied ou faire le tour du monde au ballon. Enfin, ça deviendrait un petit peu compliqué pour tout le monde. Il y a des moyens plus simples, plus abordables, dans tous les sens du terme, et tout aussi efficaces. Ouais. Jean-Louis Etienne, est-ce qu'il y a une dimension spirituelle dans l'aventure? Est-ce que vous la vivez, vous l'avez vécue? Forcément, surtout dans la solitude. Et je lui dirais que un proverbe chinois. Mettez la lumière dans la salle, s'il vous plaît. On a l'impression de parler à personne. C'est extrêmement désagréable. Ah, vous êtes là. Tu te demandais si on ne pouvait pas faire autre chose. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. Donc c'est après qu'on se dit, mais j'aurais pu faire autrement. Mais on ne peut pas faire l'économie de l'expérience, sinon on ne fait qu'intellectualiser les choses. Donc c'est l'action, la mise en œuvre de ce que tu as décidé de faire, qui d'ailleurs peut-être va te faire changer de route. Le départ dans la vie,
Moi, je le vois comme, enfin, je l'ai pratiqué comme ça et je trouve que c'est intéressant. C'est comme un départ en autostop. Tu habites à Castres dans le Tarn et tu décides d'aller à Paris parce que tu as une idée, quoi. Hein. Et tu vas te mettre à la sortie de la ville. Si tu ne veux prendre que la voiture qui va à Paris, tu y passes ta vie et tu bougeras jamais. Il faut commencer à vouloir prendre la petite voiture qui te dit, moi je vais juste à Saint-Malin, c'est-à-dire 4 bornes, ça vous dit rien, vous. Mais tout d'un coup, le fait d'avoir été pris, ça te donne de la confiance. Parce que quand tu es sur le bord de la route à montrer le doigt comme ça, tu as les voitures qui passent, personne ne te regarde, tu dis pourtant, merde, je suis un bon gars quand même, quoi. Il ne s'arrête pas, quoi. C'est insultant même, quoi. À un moment donné, il y en a un qui s'arrête, hop, il y a une conversation qui se fait, il t'amène un petit peu plus loin, et tu vas peut-être trouver quelqu'un qui va t'amener à Cahors. Et tu partais pour aller à Paris, mais tu as trouvé quelqu'un qui t'amène à Cahors et qui te fait découvrir quelque chose que tu ne connaissais pas. Et donc l'étape à Cahors, elle devient intéressante. Et peut-être tu as oublié Paris, mais un jour tu y arriveras quand même. Je crois que c'est ça, en fait. C'est nourrir ces petits départs qui fait comme ça qu'on apprend. Si on veut simplement viser le but ultime au départ, on n'y arrive à rien. Donc la vie, c'est un parcours en autostop. Enfin, il faut commencer comme ça, quoi. Mais la question, elle était sur la spiritualité. Il est évident que, en allant seul au pôle Nord, j'ai passé du temps avec moi-même. Et donc, c'est s'apprivoiser déjà. Et au bout d'un moment, je suis devenu, c'était très mystique. Je demandais au Dieu du pôle qui trônait là-haut, sur l'axe de rotation de la Terre, de me laisser passer. J'étais devenu un pèlerin avec beaucoup d'humilité. C'était tellement compliqué, ça me dépassait tellement que je m'étais fait un vrai pèlerinage, quoi. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a bien dilaté, comme on dit de temps en temps, qui m'a fait percevoir des choses que je n'aurais jamais ressenties. Alors il est évident qu'aujourd'hui, je peux dire, si on veut faire une retraite en soi, c'est pas la peine d'aller se cailler au pôle Nord. Mais c'était la façon que je l'ai fait. Et donc ça m'a appris que peut-être aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'aller au pôle Nord pour entrer dans une retraite spirituelle. On ne fait pas l'économie de l'expérience. Laurence Young, l'aventure spatiale, c'est évidemment une aventure technologique, très technologique. Est-ce qu'elle a, pour autant, une dimension philosophique et spirituelle, elle aussi? J'ai aucune idée du point de vue spirituel, mais du point de vue philosophique, je crois qu'il y a un sens que nous avons tous les quatre discuté, et c'est-à-dire qu'il y a un certain sens d'aventure lorsqu'on cherche des nouvelles dans une région, dans un domaine des inconnus. Des inconnus qui peuvent être une région de la Terre, qui peuvent être l'inconnu, comme je fais tous les jours dans le laboratoire. Et lorsqu'on cherche les réponses dans un domaine où personne n'est allé avant, alors ça donne un plaisir énorme, ça presque une passion. Et moi, j'ai l'impression que les aventures dans le laboratoire sont semblables aux aventures que nous faisons à l'extérieur. Merci. Oui, Bertrand, un mot. J'aime tellement ta question que j'ai envie de rajouter encore quelque chose. Moi, je crois que, quelle que soit l'activité dans laquelle on est, si on veut chercher, il y a une règle, c'est d'accepter la remise en question. Il faut partir sans se baser sur des certitudes et sans se baser sur des préjugés. Et ce n'est qu'au moment où on est prêt à ne croire plus rien qu'on peut croire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment important. C'est que dans les moments de doute qu'on peut avoir l'esprit ouvert. Tant qu'on a des certitudes, on a l'esprit fermé. Et puisque tu as nommé le mot spiritualité, je pense que c'est la grosse différence entre la spiritualité et la religion. Dans la religion, on croit des dogmes. Dans la spiritualité, on est dans le doute. On est dans l'interrogation complète et on se dit, puisque je suis ouvert à tout, quelque chose peut venir. Et la spiritualité, c'est toujours quelque chose qui nous surprend, alors que finalement, la religion, c'est parfois quelque chose qui ne fait que de nous rassurer. Et c'est très, très différent. Une deuxième question de nos étudiants. Bonsoir, je voulais tout d'abord me présenter, Éléonore Kenedek, je suis de l'ISEC Paris. Je voulais aussi vous témoigner mon admiration pour ce que vous faites.
Ma question, c'est comment souhaitez-vous transmettre votre expérience aux générations futures? Merci. Merci. Larry. Alors, pour Loïc, moi, on vient à vous tout de suite. pour moi, c'était très facile, puisque alors j'étais un astronaute, mais ma propre boulot est un professeur à MIT. Donc, tous les jours, je suis avec les étudiants, je donne des cours, je travaille avec les étudiants dans le laboratoire et nous échangeons nos expériences. Et j'enseigne un peu ce que j'ai appris vis-à-vis le programme spatial. Et je suis très, très fier de mes étudiants. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont allés beaucoup plus loin que moi. Et je peux mentionner un seul. J'ai un ancien étudiant qui s'appelle Peter Diamandis, un médecin qui vient d'établir un prix qui s'appelle le Ansari X Prize. Vous avez peut-être entendu parler. C'était un prix pour les premiers vols privés, non gouvernementaux, les premiers vols sous-orbitaux. Et le prix a été gagné il y a 2 ans par Burt Rutan, un designer américain qui était très très fort. Et c'était le commencement d'une toute une série des opportunités pour vous d'aller dans l'espace comme les citoyens privés à un prix beaucoup inférieur à ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, enfin, ça me donne un très très grand plaisir. Alors, ça c'est mon moyen de transmettre mes expériences. Merci. Loïc. Je suis en train de vivre ça un peu en direct en ce moment. Avec les cheveux blancs arrive beaucoup de choses. À un moment ou à un autre, c'est vrai qu'il faut transmettre. Le fait d'être tout seul sur un bateau, il ne faut pas non plus imaginer que c'est toujours le cas. Au contraire, on fait quelques transats en solitaire. Et heureusement, ils sont toujours entourés par une équipe à terre. Et alors là, ce qui se passe, c'est que je dirige maintenant. J'ai décidé il y a quelques années de ne plus faire de transat en solitaire en multicoque, en trimaran. Exactement ce qui va se passer la semaine prochaine, le départ de la route du Rhum. Donc j'ai fait toutes les routes du Rhum, je crois, sauf la première, ça, depuis 20 ans. Et là, je ne la fais pas, j'en suis ravi pour le coup. Et je gère, ou je dirige en tout cas, ou j'aide 2 skippers sur les 2 Gitanas. Je m'occupe de 2 bateaux en même temps qui vont partir. Il y en a un qui a un petit peu d'expérience, bien sûr, qui a déjà pas mal navigué, et un autre qui n'a jamais traversé l'Atlantique en solitaire, aussi bien en multicoque qu'en monocoque. Ce qui fait que le challenge est vachement important. Les trimarans sont des bateaux très dangereux. En quelques secondes, ils peuvent chavirer. Enfin, ce sont vraiment des engins qui font des cheveux blancs, la preuve. Et là, c'était très intéressant, la transmission, depuis quelques mois, depuis 5 mois, je travaille avec eux. Je me suis aperçu que j'avais énormément de réflexes à bord des bateaux, que j'ai été obligé non pas de me remémorer, mais en tout cas de m'expliquer. C'est-à-dire que je faisais, par exemple, les pilotes automatiques. Vous savez, c'est les petites boîtes noires qui se veulent un petit peu intelligentes. On appuie sur un bouton et ça va plus ou moins droit. Mais en fait, il y a plein de petits paramètres pour essayer de les rendre un peu plus sensibles, un peu moins sensibles, des choses comme ça. Et le skipper me demandait, celui qui a peu d'expérience, justement, me disait « Mais pourquoi ne fais-tu pas telle ou telle chose ?» Il a fallu que je réfléchisse, pas longuement, mais enfin, que je décortique un petit peu pourquoi j'avais cette mauvaise ou bonne habitude. Et en fait, je me suis aperçu que pour faire telle chose, il fallait que je débraye la barre, que ça me mettait dans une position ergonomique pas facile, et ainsi de suite. Voilà, 20 ans d'expérience en solitaire qu'il a fallu résumer en plein de petits points, comme ça, pour les transmettre, les transférer à... Parce que là, je lui ai fait, il était en cours accéléré. Hein. En quelques mois, on a essayé de raccourcir 20 ans de boulot. C'est pas évident. Par contre, on passe notre temps sur l'eau, évidemment, à transmettre. Pas forcément en le disant, pas forcément en le montrant, mais Tabarly, tiens, Jean-Louis a navigué à bord avec le fameux Tabarly. Des Penwick, je crois qu'Éric ne disait rien. Il faisait, les jeunes regardaient, essayaient de comprendre pourquoi il ne disait rien, et puis voilà. J'aime bien cette transmission-là, silencieuse, essentiellement, parce que si c'est en polycopier, et puis je lis dans mon bureau, et puis... Bon, à un moment ou à un autre, il est vrai qu'il faut parler, qu'il faut montrer, mais je trouve que le meilleur exemple, c'est celui du skipper qui sait tout faire, normalement, et dans lequel l'équipage a confiance. C'est la meilleure des transmissions, en général. Bertrand ? Quand tu parles de transmettre quelque chose aux générations futures, permets-moi d'être un tout petit peu provocateur. Mais pour transmettre quelque chose, il faudra qu'il y ait encore des générations futures. Et
nous vivons dans un monde qui est en train d'hypothéquer les générations futures, sur le plan énergétique, sur le plan des ressources naturelles, sur le plan des dettes abyssales que commettent les États, sur le plan des changements climatiques. On est en train d'hypothéquer complètement le futur. Et je crois que ce qui peut-être nous unit passablement, astronautes, explorateurs, aventuriers, navigateurs, c'est le désir de témoigner de l'importance indispensable maintenant de protéger le futur, de développer des sources d'énergie alternatives, de développer des technologies qui permettent d'économiser nos matières premières, d'économiser l'énergie que nous gaspillons. Et ça permettra de pouvoir transmettre quelque chose. Et c'est fondamental de réaliser que c'est maintenant que tout ce futur se joue, parce que d'ici 20 ou 30 ans, ce sera probablement trop tard. Quand toutes les glaces que Jean-Louis a traversées auront fondu, quand le niveau des eaux aura monté ne serait-ce que de 2 ou 3 mètres, Paris sera également sous l'eau, et il y aura des centaines de millions de réfugiés dans le monde. Ça bouleversera complètement l'économie, la finance, la répartition des populations. Et on ne pourra même plus se poser des questions, le but sera simplement de survivre. Alors essayons d'anticiper, essayons de prendre des décisions qui s'imposent maintenant sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan industriel, pour avoir une société qui économise l'énergie et qui arrête de détruire complètement la Terre que nous avons eu tellement de plaisir à explorer jusqu'à maintenant. On va prendre une troisième question. Bonsoir, Anne-Laure Faubert de Sciences Po. J'aurais voulu savoir quel était le rôle de votre entourage lorsque vous avez décidé de partir, si ça avait été un frein ou plutôt un moteur, et s'il avait compris que l'identité, enfin que l'aventure, ça faisait partie de votre identité ou pas, s'il n'avait pas compris. Merci. Qui veut répondre à cette question? Jean-Louis Etienne, vous qui êtes parti tout seul. Laurence, d'abord. Alors, pour moi, la première fois que j'ai dit à ma famille que alors, je voudrais être astronaute, ma femme a dit non. Enfin, j'avais à cette époque-là 32 ans, nous avons eu des enfants et c'était un risque qui était trop grand pour nous. Alors, la deuxième fois, j'avais 56 ans et elle a dit oui, allez-y. Donc, c'était très simple. Loïc, Jean-Louis? Moi, j'étais un petit peu plus jeune. J'avais le choix entre refaire une terminale pour essayer de venir vous rejoindre sur ces jolis bancs d'école, ou un coup de pied au cul. J'ai choisi la deuxième solution, qui m'a propulsé sur l'Atlantique sur un petit bateau de 6,50 m. Et en fait, il n'y avait pas du tout, absolument pas, aucune bénédiction parentale. Il y avait une vraie angoisse de leur part, je le comprends. J'avais 19 ans, un petit bateau de 6 mètres, c'est pas grand, et tout seul sur l'Atlantique avec un petit sextant dont on ne sait pas se servir. C'est le début d'une belle aventure, certes. Et puis après, d'un point de vue familial pur, avec mes enfants, j'ai toujours essayé de les épargner. Ils découvrent seulement maintenant ce que j'ai fait, ce qui est pas mal. Je ne sais pas qu'ils soient demeurés, mais enfin, j'ai réussi à les préserver. Et quant à mon épouse, elle est fort heureusement présente. Et c'est vraiment le rôle le plus difficile du voyageur, c'est pour celui qui reste, évidemment. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il peut partager, celui qui reste? Est-ce qu'il peut comprendre, vous suivre d'un certain côté? Comprendre parfaitement, c'est vrai, mais c'est ce qui est le plus dur pour ceux qui restent, on le voit très bien. Et tout évolue dans ce domaine-là. Il y a un vieil adage, alors moi je ne connais pas de proverbe chinois dans le domaine, mais je crois qu'il est bien breton ou français, mais on disait pas de nouvelles, bonnes nouvelles, il n'y a pas si longtemps. C'était pas mal ça. Maintenant, si on n'a pas un... J'ai essayé de te joindre, mais pourquoi tu ne réponds pas? Et étonnamment, depuis qu'on a des radios à bord des bateaux, et ce n'est pas depuis qu'on a des Natel, comme on dit en Suisse, ou des petits portables, comme on dit ici, ça fait déjà 20 ans que sur les radios en question, on sent bien que la Terre a envie de savoir ce qui se passe sur l'eau, ou ailleurs. Et ailleurs, on n'a pas toujours envie de le partager tout le temps. C'est assez étonnant, ça. Ce qui fait que c'est pas mal, le pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et mon épouse est parfaitement rodée dans ces vieilles adages. Jean-Louis? J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé la liberté d'organiser ma vie.
ça a commencé très tôt. Je voulais faire menuisier, donc on m'a laissé faire menuisier. Donc je suis rentré au collège technique, il n'y avait pas de place dans la section menuiserie. Donc j'ai fait ajustage sur métaux. Et après j'ai fait médecine. Tout à fait normalement. Et tout est possible. Tout est possible. Et donc j'ai retrouvé en chirurgie le geste manuel de l'ajusteur. J'étais excellent en orthopédie. J'étais interne en chirurgie pendant quelques temps. J'adorais l'os. L'os, on fait le même travail, si vous voulez, que sur le bois. Il y a les mêmes outils. Et donc je me débrouillais bien. Et la médecine, en fait, et donc j'avais une dette envers le voyage, qui était quelque chose qui était un profond désir. Et la médecine m'a permis d'entrer dans des grandes aventures. Loïc évoquait tout à l'heure mon passage avec Tabarly. J'ai fait la course autour du monde avec lui. Et avec Jean-François Coste, qui est là-bas dans le coin. Et c'est parce que j'étais médecin que j'ai réussi à embarquer avec Tabarly. Ma seule expérience que j'avais de la voile, c'était avec le père Jaouen. Donc avec son bel espoir qui fait des centaines de tonnes. Donc c'est pas un régatier terrible. Et donc c'est en fait, j'ai eu cette liberté et surtout beaucoup d'insouciance. J'ai eu la chance d'avoir cette insouciance de voir que là où je voulais aller et guère plus loin. Et donc j'ai eu cette entière liberté. Et petit à petit, maintenant je suis papa avec ma femme Elsa qui est là. Nous avons 2 enfants et j'ai changé ma vie petit à petit. La dernière expédition, c'était sur l'île de Clipperton. Donc nous sommes partis en famille. Et en fait, je m'accommode tout à fait, si vous voulez, de ces changements. Donc il faut piloter un peu les choses à vue. Il ne faut pas voir trop loin. Et donc j'ai eu cette chance de m'accorder cette liberté. Il faut se l'octroyer. L'insouciance est un moteur qui m'a beaucoup aidé. Bertrand. Je crois que pour ma part, vous n'avez vu que les aventures que ma famille a accepté que je mène. Et je pense que de manière plus générale, on peut mener des aventures grâce à son entourage et pas malgré son entourage. Ça, je crois que c'est vraiment important. Je me serais senti extrêmement égoïste au milieu du Pacifique, à envisager un amérissage en catastrophe parce qu'on n'avait plus de vent pendant le tour du monde, si ma famille était contre ce projet. Je savais que tout le monde était totalement avec moi et me soutenait complètement dans cette tentative-là. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où je suis rentré à la maison avec des idées qui ont été balayées immédiatement, ou par ma femme ou par mes enfants qui disaient « Non papa, ça c'est complètement idiot, fais autre chose ». Et ça, il faut en tenir compte. Merci Bertrand. Encore une question de nos étudiants. Bonjour, François de l'ISEC Paris. Donc on a abordé votre approche du départ. Maintenant, je voudrais un peu avoir votre avis sur le retour. Parce que vous partez souvent seul et pendant des semaines. Maintenant, comment vous abordez votre retour dans votre pays et dans votre famille, et surtout la notoriété qui s'accompagne avec votre expérience. Merci. Merci. Le retour. Loïc. C'est comme dans les films, le retour. Le retour. Alors, ça dépend de la durée, évidemment. C'est toujours pareil. Quand on s'éloigne un petit peu pour une transat de 12 jours, ça va à peu près. Mais en général, le Vendée Globe, par exemple, j'ai souvenance, et on parlait à l'instant de Costo, qui est là-bas, un de nos amis, qui a fait le Vendée Globe. On est au moins 2 à avoir fait le tour du monde en solitaire dans cette salle, au moins. Et quand 110 jours, c'est long. C'est passionnant et c'est motivant parce qu'on a de la concurrence à côté. On serait tout seul contre soi-même, ce serait peut-être moins drôle. Et j'ai souvenance du retour. En fait, quelques semaines avant d'arriver, une petite semaine avant d'arriver, on est au large des côtes espagnoles. On vient de faire un tour du monde. Pendant ce temps-là, il s'était passé pas mal de choses en 89-90. Il y avait eu des beaux événements. Il y avait eu la chute du mur de Berlin, il y avait eu la libération de Mandela. Il y avait eu des choses étonnantes. Au fur et à mesure que les 13 petits solitaires faisaient le tour du monde, il y avait à chaque méridien un truc qui se passait. Ça n'avait rien à voir avec notre présence dans l'Atlantique Sud ou dans le Pacifique, mais on trouvait ça joli. Et quand on revient à quelques milliers de kilomètres des côtes françaises, on peut réécouter les radios. C'est le premier contact avec la civilisation, à part le contact téléphonique de temps en temps.
Et on entend, ou Europe 1 ou France Inter, je ne sais plus. Et en étant 90, au mois de mars, et pour ceux qui s'en souviennent, on était en plein congrès du Parti Socialiste à Rennes. Un événement vachement important. Très, voire même super important. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on rentre d'un tour du monde, la première fois que je faisais ça tout seul, on a vécu autre chose, on parlait un peu de spiritualité, on a franchi le Cap Horn, enfin, j'ai été sauver un copain, Philou Poupon, qui était un peu chaviré dans le coin de l'Afrique du Sud, enfin, des choses minimes, certes, vu de la Lune, et que quand on rentre en France, ou pas loin, qu'on s'aperçoit que la Terre entière, en tout cas, est passionnée, ou la France entière, subit cette charge dramatique et médiatique concernant... C'est les socialistes, ça aurait été pareil de l'autre côté, on est bien d'accord, hein, c'est dommage pour eux, mais c'est affreux, c'est vraiment... on se dit, non, là, j'ai pas envie de rentrer. Et étonnamment, on se rapproche du fameux Moitessier qui, 30 ans avant, sans Europe 1 ni Parti Socialiste d'ailleurs, lui avait décidé de ne pas rentrer. Étonnamment. Mais il y a d'autres attaches, et ça fait plaisir. Et après, il y a une déformation quand on arrive à terre. Il m'arrive, on dort évidemment dans un hôtel, normalement, si on peut, dans un lit qui ne bouge plus, et ça, c'est la première surprise, ça ne bouge plus. Étonnamment. Mon épouse, qui n'est pas loin en général, se méfie. Elle se met très loin, parce qu'on a des mouvements encore un peu nerveux, un peu tendus, un peu... Hein, et il arrive souvent, nuitamment, d'aller prendre des riz dans les rideaux en catastrophe, parce que la fenêtre vient de s'ouvrir. C'est des quelques petits détails, mais sinon tout se passe bien, je vous rassure. Il y a aussi un aspect dans la question qui a été posée sur la gestion de la notoriété. C'est quelque chose d'important pour vous, ça, parce que ça conditionne aussi les prochains départs. Est-ce que ça vous occupe beaucoup, Bertrand, ça, cet aspect-là, au retour, le fait d'avoir à gérer votre notoriété? Je ne crois pas qu'une notoriété se gère. Une notoriété, ça doit s'utiliser, ce qui est autre chose. Mais peut-être juste avant d'arriver à ça, moi j'aimerais vraiment souligner ce que Loïc disait, parce qu'il y a un décalage assez grand, effectivement, quand on rentre d'une expérience très forte et qu'on se retrouve dans la vie de ceux qui n'ont finalement pas changé. Et ça peut être décontenançant. Et je me rappelle que quand je suis rentré avec Brian Jones du Tour du Monde en ballon, ça aurait probablement été beaucoup plus simple de dire... Nous avons battu 7 records du monde, nous sommes les meilleurs, nous avons battu les milliardaires anglais et américains et nous avons gagné. Parce que nous aurions été catalogués comme des sportifs et par conséquent c'était facile à étiqueter. Les journalistes savent exactement dans quelle rubrique ils peuvent classer l'événement. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Nous sommes rentrés en disant que nous voulions créer une fondation humanitaire pour aider les enfants qui étaient vraiment dans la situation opposée à la nôtre, c'est-à-dire des enfants souffrant du NOMA, qui est une maladie abominable, qui sévit dans les pays les plus pauvres et les plus oubliés. Donc nous nous sommes dit que nous allions utiliser notre notoriété pour ça. Nous avons dit que nous avions fait une expérience spirituelle, alors que nous étions des scientifiques. Et alors là, plus personne n'a su dans quelle catégorie nous cataloguer. Et j'ai remarqué que ça a créé beaucoup de malaise. Et il y a même des caricatures qui disaient que je me prenais pour le Messie en rentrant du Tour du Monde et que je voulais changer le monde. Et c'est vrai que ce décalage-là, il est difficile à vivre. Alors maintenant, la notoriété, je disais bien que ça ne se gère pas, parce que sinon c'est quelque chose de construit et d'artificiel. Mais ça doit s'utiliser ou pour trouver des sponsors, ou comme tremplin pour l'expédition suivante, ou pour passer un message, que ce soit un message humain, humaniste, humanitaire, philosophique ou spirituel. Et ça, je pense que c'est important. Alors, tout le monde n'est pas forcément prêt à l'entendre, mais ça ne fait rien. On ne part pas pour avoir une notoriété auprès d'une majorité des gens chez qui, de toute façon, on ne change rien. On peut utiliser sa notoriété auprès peut-être d'une minorité des gens pour qui ça va changer quelque chose. Et je pense que c'est ça qui est important. Merci. On va peut-être prendre les questions de la salle, j'imagine qu'elles sont nombreuses. Bonjour, Jean-Christophe de Paris. Je voudrais vous poser une question par rapport au destin, votre notion du destin. Je vous pose cette question parce que je trouve que dans ce monde, les gouvernants nous déresponsabilisent en nous protégeant, en cherchant à nous protéger de tout.
Et pour finir, je voudrais vous dire que vous êtes des personnages qui vont, à mon avis, être de plus importants dans la vie, dans l'avenir de la planète, parce que vous allez aux limites, vous atteignez un sens de la responsabilité très aigu, et ça peut contrecarrer avec ce qu'on cherche à nous enlever, la responsabilité de notre propre vie. Merci, le destin. Merci à vous. Qui veut répondre à cette belle question? Bertrand. Moi, ça me plaît. Magnifique question. C'est vrai qu'il y a des tas de manières de définir le destin. Ma manière de définir le destin, c'est de réaliser qu'en fait, la vie est un petit peu comme un filet et que les choix que nous avons sont essentiellement en termes de oui et non aux opportunités qui se présentent dans notre vie. Et si on dit oui, on part d'un côté, si on dit non, on part de l'autre, puis si on dit toujours non, on se retrouvera que d'un côté, et toujours oui, on se retrouvera de l'autre, ou alors une fois oui, une fois non, puis on ira au milieu. En d'autres termes, je pense que ce qui est prédestiné, ça va être les choix auxquels on doit faire face, mais par contre, c'est à nous de prendre les décisions et de dire oui ou de dire non. Et c'est vrai que dans notre monde, on ne nous encourage pas à prendre des choix. On essaye de nous donner les réponses directement. Et dans ce sens-là, nous ne sommes même plus maîtres de notre destin, et l'aventure est un petit peu, d'une certaine façon, une réaction à ça. Mais ça ne doit pas être dans l'aventure uniquement qu'on reprend notre vie en main. Ça doit être dans la politique, ça doit être dans la société. Et là, surtout, ne nous écoutez pas en vous disant nous avons 4 aventuriers en face de nous. Retournez-vous et dites-vous qu'il y a 1500 aventuriers potentiels dans cette salle et que c'est vous qui devez prendre les décisions de votre vie, les oui, les non, réfléchir, et puis arrêter effectivement d'attendre toujours que ce soit les autres qui fassent pour vous. Parce que quand on est au milieu du Pacifique, de l'Atlantique, du pôle Nord ou sur Mars, il n'y a personne qui vient vous chercher. Et ça, c'est important. Dans la société, il ne faut pas non plus attendre que ce soit toujours les autres qui viennent vous chercher. Prenez des décisions également vous-même, et ça, c'est une manière d'inventer votre vie. Laurence, Jean-Louis. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la notoriété tout à l'heure. C'est assez sympa la notoriété. Quand vous arrivez dans un resto, si vous voulez qu'il n'y a pas de place et qu'on vous reconnaît, on en trouve. Donc ça, c'est des petits trucs qui sont sympas de la notoriété. Vous voyez, on n'est pas Johnny, on peut traverser la rue sans être harcelé, mais de temps en temps, d'être reconnu, ça nourrit, ça fait du bien. Je ne crache pas là-dessus. Et c'est un outil intéressant. Pour travailler, effectivement, je vous disais, c'est davantage de lignes directes sur son agenda, donc on accède tout d'un coup à des niveaux de décision faciles. Pour parler du destin, je disais tout à l'heure, j'ai fait la course autour du monde avec Eric Tabarly. Je rentrais de Patagonie, où j'étais parti faire un voyage, j'étais alpiniste avant, et je me suis arrêté à Rio. Il y avait une escale d'une course qui s'appelait le Triangle Atlantique et qui faisait une escale. Donc j'étais médecin, j'avais envie de naviguer et je suis allé à l'aéroclub, au yacht club, donc demander qui c'est qui faisait la course autour du monde la prochaine fois. On me dit, il n'y en a qu'un qui l'a fait, qui a son bateau, c'est Tabarly. Vois avec Tabarly. Voir avec Tabarly. C'est comme si on disait à un curé de campagne d'aller voir le pape. Vous voyez, un truc comme ça, quoi. Donc voir Tabarly, je ne veux pas aller voir Tabarly. Et puis on me dit, de toute façon, il n'est pas là, il fait les qualifs des 500 000 en solitaire pour la Transat de 76. Donc ouf, il n'était pas là. Enfin, j'avais fait la démarche. Et je vais à l'aéroport, à Rio, donc pour rentrer en France. Et là, dans l'aéroport de Rio, je vois un mec, ça c'est Tabarly, je me suis dit. T-shirt, bien moulant, biscotto. Il revient. Une émotion, même sur les panneaux. Il revient. Il est toujours présent. Et il a toujours été fort. Hein. Et donc, un type en short, en tongs, j'ai dit, bon, ça c'est Tabarly, je le voyais pour la première fois, donc je suis allé le voir. Et j'ai dit, voilà, je voudrais faire la course autour du monde, je suis médecin. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis alpiniste. Ça l'a un peu intéressé. C'était pas un marin de plus qui venait lui demander quelque chose, donc je lui ai donné mon adresse. Il m'a demandé mon adresse, il avait un short blanc, donc je lui ai donné mon adresse. Il a regardé, j'étais nerveux quand même, moi. Et donc il ne comprenait pas bien, je l'ai bien épelé, bien écrit. Et il l'a mis dans le short. Je pensais que ça allait passer à la machine à laver.
et qui ne me rappellerait pas. Un jour, il m'a rappelé, il m'a écrit une lettre pour me proposer de partir dans ce fameux voyage qu'on avait fait pendant 1 an avec Pendwick. Voilà. Et donc, la question c'est, ben, tu as eu du pot. Eh oui, tu as eu du pot de rencontrer Tabarly. Mais Tabarly, il était là pour les 1000 personnes qu'il y avait dans l'aéroport. Mais moi, j'avais les antennes dehors. Donc le hasard, ça s'organise. Ça s'organise, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas prêt à une rencontre ou à se ressentir ou à découvrir quelque chose, il ne se passera rien. Donc ce qui est important, et ce que disaient mes camarades, il faut faire, si vous faites une partie du chemin, et c'est là qu'il faut un peu se botter le cul par moment, mais ce qui est incroyable, c'est que la vie fait le reste pour vous. C'est cet engagement, cette initiation de départ qu'il faut faire. Alors est-ce que c'est un destin ou pas, je ne sais pas. J'ai le sentiment finalement, à force de persévérer, que je suis resté sur une voie qui est celle que peut-être je pensais quand j'étais petit. Mais je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le hasard, ça s'organise et donc il ne faut pas rester le cul sur sa chaise. Partir, c'est mettre en mouvement sa vie. Et c'est se mettre dans la situation de rencontrer l'autre, de rencontrer l'opportunité. On ne viendra jamais vous chercher. Moi, j'ai des médecins qui viennent me voir en me disant « Toi qui es médecin, tu as fait beaucoup d'expéditions, quelle spécialité je dois faire pour être médecin d'aventure ?» Ça n'existe pas. J'ai dit « Médecin d'aventure, il y a médecin et aventure. Premièrement, mets-toi en aventure. Et là, si c'est ta vie vraiment, tu vas te déplacer et tu vas rencontrer des opportunités. » C'est comme ça que j'ai fait. C'est ce mouvement, cette mise en œuvre permanente. Et là, il faut faire des gammes. C'est-à-dire que tout n'arrive pas tout cuit. On a rêvé de partir sur un bateau, on a rêvé de partir en ballon, on a rêvé de partir au pôle, on a rêvé de partir dans l'espace. Il faut se farcir les gammes. Et c'est chiant, les gammes. C'est-à-dire apprendre, aller voir, rencontrer, provoquer. C'est cette patience, cette persévérance, c'est ce que j'évoquais la première fois, cette persévérance qu'il faut mettre en œuvre jusqu'à ce qu'à un certain moment les choses se passent. Donc il faut suivre la voie de ses rêves, même si le chemin est difficile. On va reprendre une question de la salle. Je vois une main qui se lève là-bas, monsieur. Si on pouvait vous faire porter un micro. Oui. En fait, c'est mieux pour la salle. Est-ce qu'il n'y a pas un perpétuel malentendu? Et est-ce qu'on ne vous demande pas, dès que vous êtes revenu du voyage, dès que vous avez mis pied sur terre, avant même que vous ayez raconté vos expériences, quand est-ce que tu repars? On voit Loïc qui opine encore du chef. C'est une question que vous entendez, Loïc. Mais tout le temps, oui. Mais c'est joli, c'est assez étonnant. On donne l'impression d'être perpétuellement en aventure et qu'on se fait plaisir toute la journée sur l'eau, alors qu'on passe 90% du temps à préparer le prochain voyage ou la prochaine compétition. Mais c'est vrai qu'on donne l'image alors d'être fraîchement débarqué d'un truc et de repartir le lendemain. Et c'est exactement le contraire. J'avais un papa qui m'a quitté il y a longtemps, qui était capitaine de long cours. C'est-à-dire qu'il était commandant de pétrolier qui nous ramenait le pétrole de là-bas. Ça dure longtemps. Alors lui, c'est le contraire. Quand il se baladait rarement au Fouligan, là où on habite, le boulanger disait tout le temps « Ah, commandant, encore à terre, toujours en congé ?» Et c'est exactement le contraire, étonnamment. Donc, quand c'est le métier, on pense qu'on est toujours en vacances. Quand c'est la passion, on a la chance de la vivre, on pense qu'on est toujours dedans. Mais il est vrai que c'est... Mais c'est pas plus mal, c'est agréable quand même de dire bah « Non, c'est pas pour tout de suite, c'est pour demain seulement. » Bertrand? Je crois qu'il y a un petit peu un double message de la société, parce que quand on revient, on nous demande quand on va repartir, et c'est vrai que c'est une stimulation, mais d'un autre côté, quand on annonce qu'on va repartir, il y a des gens qui viennent nous dire « mais tu n'as pas peur d'hypothéquer ta réussite passée pour faire un nouveau projet ou une nouvelle aventure qui va peut-être rater ?» Et on voit bien que la société est ambivalente par rapport à ça. Il y a un besoin de vivre par procuration un certain nombre d'aventures et d'excitations et d'émotions. Et je pense que ça nourrit les médias et ça nourrit un certain rêve collectif. Et puis de l'autre côté, il faut bien réaliser que les explorateurs et les aventuriers sont des menaces pour la certitude et la tranquillité et les habitudes des gens. Parce que chaque fois que quelqu'un réussit quelque chose,
c'est un petit peu aussi une manière de renvoyer les autres au fait qu'ils n'ont pas essayé et qu'ils n'ont pas réussi. Alors souvent, vous voyez que la société se gausse des échecs de certains, comme une manière de se rassurer eux-mêmes de ne pas avoir osé essayer. Alors, je crois qu'en fin de compte, qu'on parte ou qu'on parte pas, il faut le faire pour soi et pas pour les autres. Il ne faut pas partir pour amuser la galerie, il ne faut pas rester parce qu'on a peur de partir. Il faut mener des aventures ou des événements, des explorations quand ça vaut vraiment la peine de le faire. Et c'est vrai que de temps en temps, on voit des gens, on dirait qu'ils inventent n'importe quoi pour se faire remarquer parce qu'ils sont pris dans ce piège de devoir toujours faire mieux. Et parfois, il vaut mieux rester un certain temps et mûrir l'expédition suivante avant de repartir. Jean-Louis, un mot sur cette question? Oui, moi j'ai l'impression de mener cette existence d'une manière très artisanale, c'est-à-dire de construire une chose, de la faire et puis d'en construire une autre. Et je suis sûr qu'on ne demande pas aux maçons, alors quand vous avez fini cette maison, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, je vais en faire une autre. Et ben, moi c'est pareil, et je n'ai pas besoin qu'on me demande quelle est la prochaine suivante, je me l'ai construit tout seul comme ça, et je trouve que, alors peut-être on peut creuser dessous, aller un peu plus loin de votre question, qu'est-ce qui fait tout d'un coup est-ce qu'on vit dans un déséquilibre permanent? Est-ce que c'est pour soigner une angoisse qu'on a besoin sans arrêt d'être occupé? C'est fort possible. Je n'ai pas encore atteint la sagesse qui me permettrait de dire je suis bien là où je suis. J'espère que ça va arriver. Larry Young. Oui, alors vous comprenez que pour les astronautes et les cosmonautes, c'est un cas un peu différent puisqu'on n'a pas le choix de choisir le prochain vol. C'est le choix qui est fait par les bureaucrates. Hein? Mais ce qu'il faut comprendre est que la plupart de chaque voyage et la participation des milliers d'ingénieurs dans la préparation. Les ingénieurs qui design, qui fait les designs, les simulations, etc., etc. Et ça s'occupe beaucoup de gens et je vous assure que c'est très, très intéressant, c'est important, enfin, c'est une aventure. Même si on reste à Houston, Texas ou en Russie. Merci. Encore une question de la salle. Oui, monsieur. Pardon, il y avait une question là? On vient à vous tout de suite, monsieur. Hein. On écoute d'abord celle-ci, et puis vous êtes la prochaine. Oui, autrefois, l'aventure, c'était partir 2 ans, monsieur Magellan, par exemple, et puis sans aucun contact, aucune nouvelle. Même Tabarly, lorsqu'il a fait lors de sa première traversée, il n'a pas eu de contact pendant je ne sais pas combien de semaines. Mais, messieurs, aujourd'hui, de nos jours, comment est-ce que vous vivez le fait que dans la seconde où vous avez un contact radio, vous ne quittez pas finalement le monde? Comment vivez-vous ça? Loïc a donné quelques éléments tout à l'heure. Quelqu'un veut répondre à cela? Un peu comme une nécessité, parce qu'à l'époque de Magellan, c'était les gouvernements qui payaient. Et le sponsor était un drapeau national. Par conséquent, qu'est-ce qu'on devait rendre? On devait rendre des territoires ou des trésors ou des richesses ou des épices, etc. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, les sponsors, ce n'est plus des pays, ce sont des sociétés. C'est des sponsors privés. Et par conséquent, on doit rendre non pas des territoires, des épices ou des fortunes, on doit rendre des images, on doit rendre des discours, on doit rendre des interviews. Et c'est finalement le prix qu'on paye pour pouvoir partir. Et on fait un espèce de triangle qui doit communiquer le mieux possible entre le sponsor, l'aventurier et les médias qui sont le relais avec le public. Et si les trois fonctionnent bien, tout le monde est content, l'aventure marche ou peut même se refaire plusieurs fois. Et si ça ne marche pas, eh ben, on n'a plus de sponsors, on n'a plus de médias ou on n'a plus d'aventuriers. Jean-Louis. Oui, on est des professionnels. Et effectivement, on bâtit des choses qui sont supportées par des sponsors. Mais je rejoins votre question sur l'isolement, le plaisir de l'isolement que peut procurer l'aventure. J'ai un souvenir
j'ai été sur le volcan Erebus, en Antarctique. Et en bas de l'Erebus, il y a une cabane, une maison qui est restaurée, qui est entretenue, qui était la cabane où était une équipe qui était avec Shackleton, son équipe avait fait la première ascension de l'Erebus. Je me souviens, il y a tous les vestiges, tout était là. Et à un moment donné, je me suis dit, je paierais cher. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on pourrait payer pour être là en découvreur? Parce qu'ils avaient, je dirais, une chance par rapport à nous, c'est qu'ils ne savaient pas où ils allaient. Et je trouve ça, c'est une chance formidable de partir en découvreur. Maintenant, tous les centimètres carrés de la planète sont notés. J'ai eu la chance, effectivement, d'aller au pôle Nord seul, sans une radio qui fonctionnait, qui ne me permettait pas de communiquer, donc j'ai passé beaucoup de temps avec moi-même. C'était un vrai travail personnel, et je dois dire que je n'ai pas connu d'autres aventures par la suite qui me permettent ça. Mais rien ne nous empêche de partir avec notre bicyclette en famille, dans le plus grand anonymat, et découvrir ce que c'est que cette liberté-là. Mais en étant capable. Laurence? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Bertrand vient de dire, mais le cas des vols spatiaux est un peu différent, puisque là-bas, les frais de voyage sont payés par le public. Enfin, c'est les impôts, c'est vous qui payez, et les astronautes ont le devoir de rendre au public le sens d'être hors de la Terre, et aussi ce qu'ils peuvent faire du point de vue scientifique. Enfin, ce n'est pas un choix, à mon avis, c'est un devoir. Bertrand, justement, vous évoquiez les sponsors. Comment ça se passe, les rapports avec un sponsor? Ils comprennent votre projet, votre dynamique, votre ambition? Est-ce qu'il y a quelquefois des tensions? Comment est-ce que vous en sortez pour monter justement l'économie d'un voyage? Parce que, bien sûr, ça coûte de l'argent aussi. Je pense que ce qui est fondamental, c'est de ne pas prendre n'importe quel sponsor simplement parce qu'on a besoin d'argent pour partir. Il doit y avoir un fit, il doit y avoir une adéquation totale entre l'esprit du sponsor, qui devient un partenaire, et puis l'esprit de l'expédition qu'on va mener. Si ça ne marche pas, ce sera dangereux. On voit qu'il y a des sponsors qui ont pris des décisions gravissimes par rapport à leur sponsorisé, ça fait rater des expéditions. Moi, j'ai toujours la chance d'avoir des partenaires qui étaient dans le même esprit. Et maintenant, pour l'avion solaire, c'est exactement la même chose. C'est sûr qu'on ne va pas pouvoir prendre un cigarettier pour sponsoriser un avion solaire qui va promouvoir une amélioration de la qualité de vie grâce aux énergies renouvelables. On doit prendre des gens qui croient dans ces technologies, qui croient dans la qualité de vie. Et c'est des opérations qui se montent ensemble. D'ailleurs, si je suis là ce soir, c'est en partie parce que Altran, qui est un de nos partenaires, est un organisateur de cette journée partenaire de la Cité de la Réussite, et qu'ensemble, on a organisé des conférences déjà aujourd'hui pour des étudiants, et c'est ce partage de messages et ce partage de valeurs qui fait qu'on peut réussir quelque chose, pas autrement. Loïc, un mot là-dessus sur le lien avec le sponsor, comment ça fonctionne? C'est le côté passionnant de ce métier, c'est d'avoir une image à défendre ou à construire ensemble. Appuyer sur des valeurs qui sont assez belles. C'est vrai que ce que l'on fait, on représente des choses assez jolies. Malgré tout, il n'y a pas de caisse noire, enfin, il n'y a pas non plus trop de dopage. C'est relativement propre sur l'eau encore aujourd'hui. Et c'est agréable à défendre ce type de valeurs avec des sponsors. Alors on a cette chance d'avoir des budgets relativement abordables qui évitent d'avoir trop de partenaires et trop d'autocollants. Un seul suffit, c'est la bonne nouvelle. Et moi, j'ai cette particularité d'être très fidèle, ou en tout cas de susciter la fidélité aussi, justement, et de garder mes partenaires pendant longtemps. Alors ça a été le cas, je ne vous les cite pas, peu importe. En tout cas, j'ai toujours eu l'impression d'être dans une famille, avec un actionnariat familial, et c'est ce que j'ai la chance de vivre encore. J'ai toujours évité les grandes multinationales pour ne garder que des boîtes familiales qui partagent avec nous, et vraiment. Hein. Et ce qui est assez étonnant, juste une petite anecdote, on a gagné dans l'épisode Fujicolor, par exemple, où j'étais avec Fujifilm. C'était une famille française qui était propriétaire, en tout cas, de la concession Fuji en France. Ils étaient beaucoup plus... quand on gagnait des courses, c'était un peu normal pour eux. Parce que, bon, je les ai un petit peu habitués à un moment, c'est vrai, où ça fonctionnait pas mal, où on en gagnait quelques-unes. Et étonnamment, à chaque dématage, chaque galère, et Dieu sait s'il y en a eu, ne serait-ce qu'il y a 4 ans, quasiment jour pour jour, quand le dernier Fujifilm a explosé en plein vol, enfin en tout cas en pleine mer, au large du Portugal, eh bien il est vrai que l'entreprise était beaucoup plus solidaire de nos défaites et de nos galères que de nos victoires. Parce que c'était un petit peu normal pour eux.
Et ça, c'est très agréable de sentir, mais pour vous tous, enfin, on est tous dans une vie active, à un moment ou à un autre, à travailler heureusement pour les autres. Et là, pour le coup, et très directement, c'est pour nos sponsors et c'est normal. Merci. Monsieur, on vient à vous. Merci Pierre Hafner, Genève. Je suis heureux d'être parmi vous. C'est formidable ce que vous nous faites vivre ce soir. C'est une véritable aventure que vous nous faites partager. On la vit. Et j'appellerais volontiers cette soirée, la surnommerais Aventures extraordinaires à la Sorbonne. Pour vous poser la question suivante. Vous avez tous les quatre, chacun à votre tour, Monsieur Picard peut-être un peu plus appuyé sur ce sens, disons, mais vous avez mélangé, c'est-à-dire intégré la spiritualité et l'exploit physique, l'exploit de l'aventurier, et je pense que on est en face aujourd'hui de personnes, de héros quelque part, qui ont fait progresser l'humanité tout au cours de l'humanité. Donc, si vous voulez, vous êtes la réincarnation de Christophe Colomb ou d'autres. Mais ma question est celle-ci. Vous avez dit à un moment donné qu'on est tous quelque part dans un carcan par notre éducation, qu'il faut sortir de ce carcan pour aller chercher le moyen de s'affirmer, de trouver ses exploits, cette spiritualité. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'enseigner aux enfants et de leur dire « défie le monde afin d'aller plus loin » ? Qui se lance? Bertrand, je vous vois la main sur le micro. Jean-Louis? Je vais dire aux enfants. Je fais effectivement, comme nous le faisons tous, des conférences dans les classes. Et donc, effectivement, quand on est sur la scène, on est le héros de service. Et donc, moi, comme j'étais dans les régions froides, si vous voulez, donc je suis un peu le champion du monde des mecs qui se caillent le plus. Donc, on me regarde avec beaucoup d'admiration. Et je commence par expliquer qu'on est tous des homéothermes. Donc là, si on nous met un thermomètre où la température du corps nous est exposée, on se rend compte qu'on est proche de 37. Tous à peu près, là, ce soir, j'espère. Donc ça veut dire qu'on est des homéothermes. Donc je reviens au propos tout à l'heure. Donc on est tous égaux devant le froid. Il n'y a pas de Superman du froid. Il y a des gens qui se découvrent le temps d'une interview pour qu'on les reconnaisse, mais c'est tout. On est obligé de se couvrir, de conserver notre capital thermique. Donc, ce n'est pas parce que j'étais exceptionnellement résistant au froid que j'ai pu y aller, c'est parce que j'étais bien couvert. Ensuite, on s'attend à voir un mec arriver qui fait 1,95 m, 110 kg, capable de courir le 100 mètres en 11 secondes et de tirer un traîneau de 180 kg sur les bosses de l'Arctique. Moi, je fais 1,67 m, 8, peut-être un peu. Hein, et donc, j'y suis allé essentiellement avec ma tête. 70% dans la tête, 30% dans les jambes. Je suis désolé. Hein. Chaque fois que vous parlez, Jean-Louis. Hein. Est-ce que vous êtes sûr du plafond? Et alors, je termine, je raccroche avec votre propos. Donc, j'y suis allé avec la tête, et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette persévérance, en fait, qui m'a fait atteindre le but et qui m'a construit. On se construit non pas sur des frustrations, qui sont des projets avortés ou sur lesquels on n'a pas assez insisté, on se construit sur les choses que l'on a terminées. On rêve de quelque chose, on le réalise, on le termine, et tout d'un coup, on passe à autre chose, on a gagné en confiance personnelle, en audace, et donc c'est comme ça qu'on se construit. Et donc pour revenir à ce que vous disiez, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Moi dans les classes, je fais toujours la même, après avoir expliqué que je ne suis pas un Superman du froid, que je suis allé au pôle Nord avec ma tête. Donc je leur explique, je leur dis, qui c'est ici dans la salle, mais ça je peux le dire ici aussi, qui c'est dans la salle qui a commencé un modèle réduit d'avion et de bateau qu'il n'a pas fini? On est sûr que sur 30 mômes, il y en a au moins 3 ou 4. Quoi. Et là dans la salle, combien ont commencé un modèle réduit d'avion? Et donc je regarde, toi tu n'as pas terminé, tu rentres chez... Non, n'aie pas peur. Je dis, si tu n'as pas terminé, tu rentres chez toi, tu termines ton avion et ta vie va changer. Ta vie va changer, ma vie va changer. Tu vas changer parce que tout d'un coup, tu auras effectivement terminé quelque chose que tu as entrepris.
Ce n'est pas les grands messages qui permettent... Avec les grands messages, si vous voulez, on arrose large et on fédère très peu, sinon sur des grands messages. C'est toucher effectivement les enfants dans leur quotidien, dans leur existence, dans l'immédiateté, quoi. Et donc tout d'un coup, quand vous terminez ce modèle réduit que vous aviez laissé dans un coin, il vole ou il flotte, vous avez accompli quelque chose, quoi. C'est exactement pareil pour les adultes. Je suis sûr que dans la salle là, il y en a qui ont promis de faire une étagère dans les chiottes ou dans le garage qui n'est pas encore là. Et tous les week-ends, dire le week-end prochain, c'est sûr, je m'y mets, il faut aller acheter le bois et il manque un truc. Bon, et c'est... Regardez le bonheur, le soulagement, tout d'un coup, tout l'espace qui se libère quand on a fait enfin cette étagère. Tout d'un coup, et on peut se consacrer à autre chose. Et donc c'est ça qui est important, que je rappelle sans arrêt dans mes salles, terminez ce que vous avez compris. On est dans la génération aujourd'hui du spray. Il y en a partout. Il faut être un peu plus laser dans ses engagements. Et donc c'est faire des petites choses, mais les terminer. C'est comme ça qu'on se construit, quoi. Merci. Bertrand, sur le même sujet. Votre question a un très grand mérite, c'est celui de ramener tout le débat à ce que chacun peut faire lui-même dans sa vie. Et alors, je vais juste contredire une chose. Je pense que le but n'est pas de dire aux enfants qu'ils doivent défier le monde. Je pense qu'il faut dire aux enfants qu'ils doivent défier leurs besoins de sécurité et leurs besoins de se rassurer et leur peur de l'inconnu. Parce que c'est ça le pire. Et dans ce sens-là, il ne faut surtout pas dire à un enfant ce qu'il doit penser, mais il faut expliquer à l'enfant comment penser. On ne doit pas lui dire quoi faire, mais on doit lui dire comment il peut faire. Et dans ce sens-là, je crois qu'il y a des tas d'exercices courants qu'on peut faire avec ses enfants, qu'on peut faire avec ses élèves, qu'on peut faire avec ses étudiants. Dans des tas de situations données, c'est intéressant de réfléchir à toutes les autres manières qu'on aurait pu utiliser. Dans un discours, dans une réponse, toutes les autres choses qu'on aurait pu dire. Et ça ouvre des horizons extraordinaires. Moi, je m'amuse beaucoup à faire ça avec mes enfants. Mes enfants reviennent de l'école avec des situations et on discute en famille, on fait un brainstorming. Comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Comment est-ce qu'on aurait pu répondre autrement à une provocation ou à une situation particulière? Et ça, c'est une aventure quotidienne qui est magnifique parce qu'elle apprend à se remettre en question. Elle apprend qu'il y a plusieurs manières de faire, que l'autre a plusieurs raisons de faire ce qu'il fait. Donc c'est une ouverture à soi-même et c'est aussi une ouverture à l'autre. Donc en plus de la créativité, ça apprend la tolérance et la compassion. Merci Bertrand. Loïc Perron, qu'est-ce qu'on dit à ces enfants pour justement stimuler leur envie d'aventure? Et ça sera le mot de la fin parce que malheureusement, le temps nous presse. J'ai presque un problème, mes enfants adorent faire du bateau, mais pas vraiment. Vous savez, c'est le grand truc du papa qui aimerait bien que son fils fasse pareil et ainsi de suite. Non. Et pas du tout. Sauf récemment, j'ai un fiston qui a 14-15 ans et qui commence à se dire qu'il doit être le champion du monde de la planche à voile maintenant. Il veut faire le kakou ou du kite. Vous savez ce que c'est que le kitesurf? Enfin, on en fait un petit peu. Mais son problème, et comme souvent chez les plus jeunes, je trouve, et même chez les moins jeunes, c'est le matos. S'il n'a pas le matos qu'il faut, il ne peut pas en faire. Tu sais le truc? S'il n'a pas le tout dernier kite qu'il a vu, de machin, où il y a un tel qui fait le double killer loop bidule, non, eh ben, il ne peut pas. Et c'est étonnant, ça. Et alors, il suffit... Alors, je commence enfin à ressortir les archives de papa, 30 ans avant, sur la poubelle que je m'étais fabriquée dans le garage, façon l'avion que j'avais fini, mais en bateau. Et en disant, mais c'est là-dessus, de toute façon, t'es nul, de toute façon. Alors commence avec quelque chose qui soit sur lequel tu vas apprendre. Ne cherche pas, il est convaincu que s'il a le matériel, il est bon, et que s'il ne l'a pas, il n'est pas bon. C'est assez étonnant, ça. Hein? Et étonnamment, chez les moins jeunes, et je le vois très bien, on parlait de la route du Rhum tout à l'heure, et des skippers et des bateaux qui partent la semaine prochaine, eh bien celui des deux qui a le moins d'expérience a tenu, depuis 6 mois, que je le connais et que je travaille avec lui, à se rassurer par le matériel. Pas parce qu'il sait lui-même ou ce qu'il a été censé apprendre très vite, mais uniquement par le matériel. Et il m'a fait, enfin c'est même pas, si c'est un secret d'ailleurs, enfin peu importe, toujours est-il qu'on a eu des tensions tous les deux entre ce skipper et moi-même. Je lui dis attention, si tu as une grand voile neuve, c'est pas cette grand voile toute neuve qui va te faire gagner la route du Rhum, certainement pas. C'est même pas ton bateau qui va te faire gagner, c'est seulement toi.
n'y a pas photo. Dans les aventures solitaires, c'est bien sûr qu'il faut un minimum de fiabilité, c'est une évidence. Mais donc on a récupéré une vieille grand voile qui n'avait jamais servi parce qu'elle n'était pas assez belle. Je ne vous raconte pas le prix d'une grand voile, hein, dans nos bébés, c'est quelques petites voitures. Parce que l'équipe avait décidé qu'elle n'était pas bien. Ce que je conçois quand on est en régate, pure, en équipage, admettons. Mais en solitaire, on s'en fout qu'elle soit quelques pouillèmes plus ou moins efficaces. Et voilà. Même à tous les niveaux, s'abriter derrière le matériel me semble être une grave erreur. La tête, une fois de plus, c'est le plus bel instrument qui soit. Ça sera le mot de la fin. Ça n'était pas tout à fait le mot de la fin. Larry nous dit encore quelque chose. Je voudrais ajouter une opinion un peu différente. Puisque comme quelqu'un qui fait l'exploration spatiale, je suis... il y a assez souvent qu'on pose les questions vis-à-vis des dangers. Enfin, et il faut savoir qu'enfin, nous ne faisons jamais l'exploration pour avoir l'expérience des dangers. Enfin, c'est le contraire. C'est l'exploration avec un moyen d'éviter le danger. Et je dis aux jeunes gens, chaque fois qu'on considère un nouvel projet, bon, considère les bénéfices contre les risques. S'il y a des vrais bénéfices, bon, il faut prendre des risques. Et enfin, est-ce qu'on dit le jeu ne vaut pas la chandelle? C'est ça la question. Est-ce que le jeu vaut la chandelle? Si oui, bon, il faut trouver partout un moyen de protéger les marins, les astronautes, les explorateurs. Enfin, le risque est quelque chose qui vient avec le grand projet. Ce n'est pas le but de le projet. Merci Larry. Merci à vous quatre. Merci d'avoir partagé avec nous comme ça vos voyages, vos expériences. Et bonne soirée, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci.